Hi everyone, this is week 2 of our bilingual book club, and we are going to start reading part 1 of the book. Sasha and I are going to read a couple of chapters. We're going to share them, and at the end of each chapter, we'll each one ask one question, one in English, one in French. Sasha, anything to add? I can just say the same thing in French. Salut, c'est la deuxième semaine de notre club de livres bilingue pour la voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va lire les 2 premiers chapitres de partie 1. Et après chaque chapitre, on va vous demander une question chacun. Voilà. Yeah, we're ready to go. Let's go. Part 1, The Grave Digger's Handbook, featuring Himmel Street, The Art of Saumensching. That's a German word. Please let me know if I'm pronouncing this wrong. An Iron-Fisted Woman, A Kiss Attempt, Jesse Owens, Sandpaper, The Smell of Friendship, A Heavyweight Champion, and The Mother of All Watsons. Same thing, German. I'm not sure. Arrival on Himmel Street. That last time. That red sky. How does a book thief end up kneeling and howling and flanked by a man-made heap of ridiculous, greasy, cooked-up rubble? Years earlier, the start was snow. The time had come, for one. A spectacularly tragic moment. A train was moving quickly. It was packed with humans. A 6-year-old boy died in the third carriage. The book thief and her brother were traveling down towards Munich, where they would soon be given over to foster parents. We now know, of course, that the boy didn't make it. How it happened? There was an intense spurt of coughing, almost an inspired spurt, and soon after, nothing. When the coughing stopped, there was nothing but the nothingness of life moving on with a shuffle, or a near silent twitch. A suddenness found its way onto his lips then, which were a corroded brown color and peeling, like old paint, in desperate need of redoing. Their mother was asleep. I entered the train. My feet stepped through the cluttered aisle, and my palm was over his mouth in an instant. No one noticed. The train galloped on, except the girl. With one eye open, one still in a dream, the book thief, also known as Liesel Meminger, could see without question that her younger brother, Werner, was now sideways and dead. His blue eyes stared at the floor, seeing nothing. Prior to waking up, the book thief was dreaming about the Führer, Adolf Hitler. In the dream, she was attending a rally at which she spoke, looking at the skull-colored part in his hair and the perfect square of his mustache. She was listening contentedly to the torrent of words spilling from his mouth. His sentences glowed in the light. In a quieter moment, he actually crouched down and smiled at her. She returned the smile and said, "Guten Tag, Herr Führer. Ihr geht's dir gut." She hadn't learned to speak too well, or even to read, as she had rarely frequented school. The reason for that she would find out in due course. Just as the Führer was about to reply, she woke up. It was January 1939. She was 9 years old, soon to be 10. Her brother was dead. One eye open, one still in a dream. It would be better for a complete dream, I think, but I really have no control over that. The second eye jumped awake, and she caught me out, no doubt about it. It was exactly when I knelt down and extracted his soul, holding it limply in my swollen arms. He warmed up soon after, but when I picked him up originally, the boy's spirit was soft and cold like ice cream. He started melting in my arms, then warming up completely, healing. For Liesel Meminger, there was the imprisoned stiffness of movement and the staggered onslaught of thoughts. Es stimmt nicht. This isn't happening. This isn't happening. And the shaking. Why do they always shake them? Yes, I know. I assume it has something to do with instinct. To stem the flow of truth. Her heart at that point was slippery and hot and loud. So loud, so loud. Stupidly, I stayed. I watched.
Next, her mother. She woke her up with the same distraught shake. If you can't imagine it, think clumsy silence. Think bits and pieces of floating despair and drowning in a train. Snow had been falling consistently, and the service to Munich was forced to stop due to faulty track work. There was a woman wailing. A girl stood numbly next to her. In panic, the mother opened the door. She climbed down into the snow, holding the small body. What could the girl do but follow? As you've been informed, 2 guards also exited the train. They discussed and argued over what to do. The situation was unsavory, to say the least. It was eventually decided that all 3 of them should be taken to the next township and left there to sort things out. This time, the train limped through the snowed-in country. It hobbled in and stopped. They stepped onto the platform, the body in her mother's arms. They stood. The boy was getting heavy. Liesel had no idea where she was. All was white, and as they remained at the station, she could only stare at the faded lettering on the sign in front of her. For Liesel, the town was nameless, and it was there that her brother, Werner, was buried 2 days later. Witnesses included a priest and 2 shivering grave diggers. An observation: a pair of train guards, a pair of grave diggers. When it came down to it, one of them called the shots. The other did what he was told. The question is, what if the other is a lot more than one? Mistakes, mistakes. It's all I seem capable of at times. For 2 days, I went about my business. I traveled the globe as always, handing souls to the conveyor belt of eternity. I watched them trundle passively on. Several times, I warned myself that I should keep a good distance from the burial of Liesel Memminger's brother. I did not heed my advice. From miles away, as I approached, I could already see the small group of humans standing frigidly among the wasteland of snow. The cemetery welcomed me like a friend, and soon I was with them. I bowed my head. Standing to Liesel's left, the grave diggers were rubbing their hands together and whining about the snow and the current digging condition. So hard getting through all this ice, and so forth. One of them couldn't have been more than 14, an apprentice. When he walked away after a dozen few paces, a black book fell innocuously from his coat pocket without his knowledge. A few minutes later, Liesel's mother started leaving with the priest. She was thanking him for his performance of the ceremony. The girl, however, stayed. Her knees entered the ground. Her moment had arrived. Still in disbelief, she started to dig. He couldn't be dead. He couldn't be dead. He couldn't. Within seconds, snow was carved into her skin. Frozen blood was cracked across her hands. Somewhere, in all the snow, she could see her broken heart in 2 pieces. Each half was glowing and beating under all that white. She realized her mother had come back for her only when she felt the boniness of her hand on her shoulder. She was being dragged away. A warm scream filled her throat. Okay. Une petite image. Une vingtaine de mètres plus loin, la mère et la fille reprirent leur souffle. Un objet noir, rectangulaire, était niché dans la neige. La fillette fut la seule à le voir. Elle se pencha, ramassa le livre. Elle le serra entre ses doigts. Sur la couverture, il y avait une inscription en lettres d'argent. Elles se tinrent par la main. Après un dernier adieu déchirant, elles quittèrent le cimetière en se retournant souvent. Pour ma part, je me suis un peu attardée. J'ai fait au revoir de la main. Personne ne m'a rendu mon salut. La mère et la fille allèrent prendre le prochain train pour Munich. Toutes 2 étaient pâles et maigres. Toutes 2 avaient les lèvres gercées. Liesel s'en aperçut en voyant leur reflet dans la vitre sale et embuée du train à bord duquel elles montèrent un peu avant midi. Plus tard, la voleuse de livres écrirait que le voyage se poursuivit comme si tout était arrivé.
Quand le train entra dans le Bahnhof à Munich, les passagers en sortirent comme d'un paquet éventré. Il y avait là toutes sortes de gens, mais parmi eux, on reconnaissait tout particulièrement les pauvres. Ceux qui n'ont rien ne cessent de se déplacer, comme si leur sort pouvait être meilleur ailleurs. Ils préfèrent ignorer qu'au terme du voyage, ils vont retrouver sous une nouvelle forme le vieux problème, ce membre de la famille qu'on redoute en passé. Je crois que sa mère le savait fort bien. Ses enfants dans les pas chez les riches munichois, mais on leur avait apparemment trouvé une famille d'accueil. Et là, au moins, la fillette et le petit garçon seraient un peu mieux nourris et correctement éduqués. Le petit garçon. Leur mère, Liesel en était certaine, portait sur l'épaule le souvenir de l'enfant. Elle le lâcha. Elle vit ses pieds et ses jambes heurter le quai. Comment cette femme pouvait-elle marcher? Comment pouvait-elle bouger? Ce dont les humains sont capables, c'est une chose qui m'échappera toujours. La mère le reprit dans ses bras et continua à avancer, la fillette maintenant collée à elle. Ce furent ensuite la rencontre avec les autorités et les questions douloureuses sur le retard et le petit garçon. Liesel resta dans un coin du petit bureau poussiéreux, tandis que sa mère était assise sur une chaise inconfortable, enfermée dans ses pensées. Puis, il y a eu le chaos des adieux, des adieux mouillés de larmes. La fillette enfuit la tête au creux du vieux manteau de laine de sa mère, et là aussi, il fallut l'entraîner. Assez loin de la périphérie de Munich, il y avait une petite ville nommée Molking, que vous et moi prononcerons plutôt Molking. C'est à cet endroit qu'on la conduisait, rue Himmel. Traduction. Himmel égale ciel. Ceux qui baptisèrent cette rue avaient indubitablement une solide sens d'humeur. Certes, elle n'avait rien d'un enfer, mais que diable, ce n'était pas non plus le paradis. Qu'importe, les parents nourriciers de Liesel attendaient, les Übermann. Ils pensaient accueillir une fille et un garçon, c'est pourquoi ils percevaient une petite allocation. Personne ne voulait avoir à dire à Rosa Übermann que le garçon n'avait pas survécu le voyage. D'ailleurs, personne n'avait jamais envie de lui dire quoi que ce soit. En matière de sa caractère, le sien n'était pas vraiment enviable, même si elle avait réussi par le passé auprès d'un certain nombre d'enfants nourriciers. Liesel fait le trajet en voiture. C'était la première fois qu'elle montait dans une automobile. Elle avait l'estomac retourné et espérait contre toute attente que les gens allaient se perdre en chemin ou changer d'avis. Et surtout, elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère, qui était maintenant à la Bahnhof, où elle attendait le train de retour, toute frissonnante, engoncée dans ce manteau qui ne la protégeait pas du froid. Elle devait se ronger les ongles sur un quai interminable, inconfortable, une plaque de ciment glacial. Essaierait-elle de retrouver au passage l'endroit approximatif où son fils avait été enterré? Son fils avait été enterré? Ou son sommeil serait-il trop profond? La voiture poursuivait sa route et Liesel redoutait le virage fatal, le dernier. Le jour était gris, la couleur de l'Europe. Des rideaux de pluie étaient tirés autour de la voiture. On y est presque. La dame de l'institution, Frau Heinrich, se retourna vers elle. De Neues Heim, ta nouvelle maison, dit-elle avec un sourire. Liesel frotta les vitres criblées de croûtes et regarda à l'extérieur. Une photo de la rue Himmel. Les bâtiments, pour la plupart des petites maisons et des immeubles d'habitation à l'air craintif, semblent collés les uns aux autres. Un tapis de neige boueuse recouvre le sol. Il y a du béton, des arbres nus qui ressemblent à des porte-chapeaux, une atmosphère grise. Il y avait aussi un homme dans la voiture. Il resta avec Liesel pendant que Frau Heinrich disparaissait à l'intérieur de la maison. Il ne disait pas un mot. Elle pensa qu'il était là pour l'empêcher de s'enfuir ou pour la faire entrer de force, le cas échéant. Pourtant, quand un peu plus tard le problème se posa, il ne leva pas le petit doigt. Peut-être n'était-il que l'ultime recours, la solution finale. Au bout de quelques minutes,
Un homme de très haute taille sortit de la maison. C'était Hans Übermann, le père nourricier de Liesel. Il était encadré par Frau Heinrich, qui était de taille moyenne, et par la silhouette trapue de sa femme, qui ressemblait à une petite armoire sur laquelle on aurait jeté une robe. Rosa Übermann marchait en se dandinant, et l'ensemble aurait été plutôt sympathique si son visage, qui ressemblait à du carton ridé, n'avait eu une expression agacée, comme si elle avait du mal à supporter toute seule. Son mari avait une démarche assurée. Il tenait entre ses doigts une cigarette allumée. Il roulait lui-même ses cigarettes. L'ennui, c'est que Liesel ne voulait pas descendre de voiture. Was ist los mit dem Kind? Demanda Rosa Übermann. Elle répéta sa phrase. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Elle glissa la tête à l'intérieur de la voiture. Na, komm. Le siège de devant fut repoussé et un couloir de lumière froide invita Liesel à sortir. Elle ne bougea pas. À l'extérieur, grâce au cercle qu'elle avait dessiné sur la vitre, elle pouvait voir les doigts de l'homme de haute taille. Il tenait toujours la cigarette, au bout de laquelle la cendre formait un mince boudin qui pencha vers le sol et se redressa à plusieurs reprises avant de tomber enfin. Il fallut presque un quart d'heure d'effort pour persuader la fillette de quitter la voiture. C'est Hans Übermann qui parvint, en douceur. Ensuite, il fallait passer le portail. Elle s'y accrocha. Les larmes traçaient des silences sur ses joues. Un attroupement commença à se former, tandis qu'elle refusait d'entrer. Au bout d'un moment, Rosa Übermann envoyait les gens au diable, et ils repartirent comme ils étaient venus. Traduction de la phrase de Rosa Übermann. Qu'est-ce que vous regardez comme ça, bande de trous de cul? Liesel Memminger finit par pénétrer précautionneusement dans la maison, une main tenant celle de Hans Übermann, l'autre sa petite valise. Tout au fond de cette valise, sous une couche de vêtements pliés, il y avait un livre noir qu'un fossoyé de 14 ans avait dû chercher des heures dans une ville sans nom. Je l'imagine en train de dire à son patron « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Je vous promets, je l'ai cherché partout. Je ne crois pas qu'il ait jamais soupçonné la fillette, et pourtant ce livre noir était là contre le plafond de ses vêtements, avec des mots écrits en lettres d'argent. Le manuel du fossoyé, un guide en 12 étapes pour réussir dans le métier, une publication de l'association bavaroise de cimetières. La voleuse de livres avait frappé pour la première fois. C'était le début d'une carrière illustre. Okay, that's the end of the chapter. My question is, what was described as an unsavory situation and why? Et ma question, c'est, que pensez-vous que Liesel va apprendre du livre qu'elle vient de voler? Growing up a Saumensch. Yes, an illustrious career. I should hasten to admit, however, that there was a considerable hiatus between the first stolen book and the second. Another noteworthy point is that the first was stolen from snow and the second from fire. Not to omit that others were also given to her. All told, she owned 14 books, but she saw her story as being made up predominantly of 10 of them. Of those 10, 6 were stolen, 1 showed up at the kitchen table, 2 were made for her by a hidden Jew, and 1 was delivered by a soft, yellow-dressed afternoon. When she came to write her story, she would wonder exactly when the books and the words started to mean not just something, but everything. Was it when she first set eyes on the room with shelves and shelves of them? Or when Max Vanderberg arrived on Himmel Street carrying handfuls of suffering and Hitler's Mein Kampf? Was it reading in the shelters? The last parade to Dachau? Was it the word shaker? Perhaps there would never be a precise answer as to when and where it occurred. In any case, that's getting ahead of myself. Before we make it to any of that, we first need to tour Liesel Menninger's beginnings on Himmel Street and the art of Saumensching. Upon her arrival, you could still see the bite marks of snow on her hands and the frosty blood on her fingers.
Everything about her was undernourished. Wire-like shins, coat-hanger arms, she did not produce it easily, but when it came she had a starving smile. Her hair was a close enough brand of German blonde, but she had dangerous eyes, dark brown. You didn't really want brown eyes in Germany around that time. Perhaps she received them from her father, but she had no way of knowing, as she couldn't remember him. There was really only one thing she knew about her father. It was a label she did not understand. A strange word, communist. She'd heard it several times in the past few years. Communist. They were a boarding house crammed with people, rooms filled with questions. And that word, that strange word that was always there somewhere, standing in the corner, watching from the dark. It wore suits, uniforms. No matter where they went, there it was, each time her father was mentioned. She could smell it and taste it. She just couldn't spell or understand it. When she asked her mother what it meant, she was told that it wasn't important, that she shouldn't worry about such things. At one boarding house, there was a healthier woman who tried to teach the children to write, using charcoal on the wall. Liesel was tempted to ask her the meaning, but it never eventuated. One day, that woman was taken away for questioning. She didn't come back. When Liesel arrived in Molching, she had at least some inkling that she was being saved, but that was not a comfort. If her mother loved her, why leave her on someone else's doorstep? Why? 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 The fact that she knew the answer, if only at the most basic level, seemed beside the point. Her mother was constantly sick, and there was never any money to fix her. Liesel knew that. But that didn't mean she had to accept it. No matter how many times she was told that she was loved, there was no recognition that the proof was in the abandonment. Nothing changed the fact that she was a lost, skinny child in another foreign place with more foreign people, alone. The Hubermans lived in one of the small box-like houses on Himmel Street. A few rooms, a kitchen, and a shared outhouse with neighbors. The roof was flat, and there was a shallow basement for storage. It was supposedly not a basement of adequate depth. In 1939, this wasn't a problem. Later, in 42 and 43, it was. When air raids started, they always needed to rush down the street to a better shelter. In the beginning, it was the profanity that made an immediate impact. It was so vehement and prolific. Every second word was either Saumensching or Sarkel or Arschloch. For people who aren't familiar with this word, I should explain. Sau, of course, refers to pigs. In the case of Saumensch, it serves to castigate, berate, or plain humiliate a female. Sauerkel, pronounced Sauerkerl, is for male. Arschloch can be translated directly into asshole. That word, however, does not differentiate between the sexes. It simply is. Saumensch du structure, Liesel's foster mother shouted that first evening when she refused to have a bath. You filthy pig, why won't you get undressed? She was good at being furious. In fact, you could say that Rosa Huberman had a face decorated with constant fury. That was how the creases were made in the cardboard texture of her complexion. Liesel, naturally, was bathed in anxiety. There was no way she was getting into any bath, or into bed for that matter. She was twisted into one corner of the closet-like washroom, clutching for the non-existent arms of the wall for some level of support. There was nothing but dry paint, difficult breath, and the deluge of abuse from Rosa. Leave her alone, Hans Huberman entered the fray. His gentle voice made its way in, as if slipping through a crowd. Leave her to me. He moved closer and sat on the floor against the wall. The tiles were cold and unkind. You know how to roll a cigarette? He asked her. And for the next hour or so, they sat in the rising pool of darkness, playing with the tobacco and the cigarette papers, and Hans Huberman smoking them. When the hour was up, Liesel could roll a cigarette moderately well.
She still didn't have a bath. Quelques informations sur Hans Huberman. Il aimait fumer. Ce qu'il préférait dans les cigarettes, c'était les rouler. Il exerçait la profession de peintre en bâtiment et jouait de l'accordéon. C'était très utile, notamment en hiver, quand il pouvait se faire un peu d'argent en se produisant dans des bistrots de mocking comme le Noller. Il m'avait déjà échappé lors de la Première Guerre mondiale et il se retrouverait plus tard mêlé à la Seconde par une forme perverse de récompense, où il s'arrangerait pour mériter de nouveau. Hans Huberman n'était pas le genre de personne qu'on remarque. Il n'avait rien de spécial. Certes, c'était un bon peintre, et ses dons musicaux étaient au-dessus de la moyenne, mais il pouvait faire partie du décor même quand il était sur le devant de la scène, si vous voyez ce que je veux dire. Il était présent, sans plus. Quelqu'un que l'on ne considère pas comme ayant une valeur particulière. Or, les apparences étaient trompeuses, car Hans Huberman était un homme de valeur, et cela n'échappa pas à Liesel Memminger. Les enfants humains sont parfois beaucoup plus perspicaces que les adultes. Elle s'en aperçut tout de suite, à ses façons, au calme qui l'entourait. Ce soir-là, lorsqu'il alluma la lumière dans cette salle d'eau si peu accueillante, Liesel remarqua les yeux étranges de son père nourricier, un regard d'argent empreint de bonté, d'argent en train de fondre. En le voyant, elle eut conscience de la valeur de Hans Huberman. Quelques informations sur Rosa Huberman. Elle mesurait 1,55 m et coiffait en chignon ses cheveux élastiques d'un gris tirant sur le brun. Pour arrondir les fins des mois, elle faisait de la lessive et du repassage pour 5 familles aisées de Moking. Elle cuisinait affreusement mal. Elle avait l'air d'agacer pratiquement tous les gens qu'elle rencontrait. Mais elle aimait beaucoup Liesel Memminger. Simplement, elle avait une façon curieuse de lui montrer son affection, notamment en la maltraitant de temps à l'autre à coups de cuillère en bois et de mots. Lorsque Liesel prit enfin un bain, après 15 jours passés sur rue humaine, Rosa l'étreignit si fort qu'elle manqua d'étouffer. « Zartmans, du dreckige, il était temps, déclara-t-elle. Au bout de quelques mois, ils cessèrent d'être monsieur et madame Huberman. « Écoute, Liesel, à partir de maintenant, tu vas m'appeler maman, dit un jour Rosa. Elle réfléchit quelques instants. « Comment appelais-tu ta vraie mère? »« Ah, maman, aussi maman. »« Maman, répondit tranquillement Liesel. « Dans ce cas, je serai maman numéro 2. » Rosa jeta un coup d'œil à son mari. Et lui, là-bas, elle parut rassembler ses mots dans sa main, puis les tapoter avant de les lancer à l'autre côté de la table. « Ce saccard, ce cochon, tu l'appelles papa. Verstehst, compris? » « Oui, dit très vite Liesel. Dans cette maison, mieux valait ne pas tarder à répondre. « Oui, maman, corrigea Rosa. « Saumensching, appelle-moi maman quand tu me parles. » Hans Huberman finissait de rouler une cigarette. Il avait léché le papier et le collait. Il regarda Liesel et lui fit un clin d'œil. Elle n'aura pas de mal à l'appeler papa. Julie, I can't hear you. Sorry, I forgot my microphone. Thank you, Sasha. So the chapter is over, and my question for this chapter is, what is Saumensching? So Rosa is calling Liesel Saumensch. So what does it mean? OK. Et ma question, c'est, comment le concept de la famille a-t-il déjà changé dans cette histoire pour Liesel? Parce que, au commencement, elle avait une maman et un petit frère, et maintenant, elle a des nouveaux parents, elle n'a pas un petit frère maintenant, elle n'a plus sa mère. Alors, comment est-ce que le concept a changé pour elle et comment est-ce qu'elle pense de ce changement? Okay, that was our second episode of The Book Thief. In French? C'est notre deuxième épisode de La Voleuse des livres et
s'il vous plaît, si vous écoutez tout cela, écrivez vos réponses à nos questions, discutez entre vous et on veut créer plus d'informations avec vous. Oui. Yeah, and so if you listen to our videos, please try to answer the question, discuss them. We're doing this for you, and the more you put into it, the more you'll get out of it. We're super open to comments as well if there was anything you would like to see more of. If you would like more questions, let us know. If you have your own questions that you would like us to share with the audience, that would be also really great. Si vous avez des questions pour nous, des commentaires, si vous avez d'autres questions de discussion que vous voulez qu'on passe à l'audience, dites-nous, c'est fantastique, on veut vous aider, on veut discuter avec vous. Thank you very much for being here with us today, and we look forward to seeing you next week. Merci d'avoir écouté et on vous verra la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.